pays abritera le forum de l'investissement en Afrique. C'est du 2 au 4 décembre 2025. 700 participants y prendront part à un grand événement qui demande une bonne organisation. Le Premier ministre a rencontré la commission d'organisation pour faire le point des préparatifs. Nous parlerons également du 10e congrès de médecine militaire, une occasion pour les participants d'échanger, de réfléchir et de renforcer la coopération régionale pour une médecine militaire moderne, efficace et adaptée aux réalités. Et le RTM a accueilli aujourd'hui le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Alhamdou Aguilien a pris part à la conférence commune de rédaction, occasion pour lui de discuter avec le personnel et de noter ses préoccupations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de rester avec nous pour le tour complet de l'actualité nationale et dans l'espace AES. Première escale, le palais présidentiel où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience une délégation russe avec à sa tête le directeur de la coordination et des opérations des capitaux africains. Les échanges ont porté sur la fourniture prochaine de notre pays par la Russie de produits comme le pétrole, l'engrais et le blé. Il s'agit de 160 000 à 200 000 tonnes de produits pétroliers agricoles par mois. Le président de la transition et ses hôtes ont également fait le point sur l'état d'avancement du projet de la raffinerie d'or dont la première pierre a été posée par le chef de l'État. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter le directeur de la coordination et des opérations des capitaux africains. Il est au micro de Tamsir Diabaté. Наша миссия здесь – это обсудить вопросы. Le but de notre visite ici, c'est de trouver des mécanismes, livrer les produits pétroliers, engrais et du blé dans le cadre de notre coopération entre nos deux pays. Le Mali, c'est un pays stratégique et donc le développement de relations entre nos deux pays, c'est un point focus, enfin, c'est un point clé pour notre pays. On est en train de travailler avec le ministère des Finances sur ces questions. On s'attend à une quantité environ entre 160 et 200 000 tonnes mensuelles. Tout d'abord, c'est l'Afrique, c'est surtout le Mali. Donc c'est un pays ami, donc c'est un pays avec qui on développe un partenariat stratégique. C'est un pays allié de la Russie dans le cadre de développement de nos relations, mais aussi c'est aussi par le passé de notre pays, donc de l'Union soviétique. Donc nous sommes on a vu l'audience avec Monsieur le Président de la Transition. On a fait le compte rendu de l'état d'avancement de développement de ce projet. Donc on a tenu cette semaine, deux réunions de travail avec le nouveau membre du conseil d'administrateurs qui était désigné par l'État. Je peux dire qu'on est en train de très bien s'avancer dans le futur et donc le mois prochain il y aura une visite de toute la délégation russe en entier avec tous les administrateurs. On va tenir donc notre premier conseil d'administration officiel donc ici. Autre audience, cette fois-ci à la primature. Le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu au nom du chef de l'État la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Occasion pour elle de présenter les projets et programmes de la Fondation. Il s'agit du droit international, du numérique, de l'entrepreneuriat et l'octroi de bourses de formation et d'échange. Nous l'écoutons au micro de Mamadi Koné et Alou Touré. Et j'ai été très honorée de pouvoir présenter au Premier ministre ce matin la programmation de la Fondation ici au Mali. Ça fait 15 ans que nous sommes actifs au Mali. Nous travaillons essentiellement avec la société civile, mais aussi avec le secteur privé concernant nos activités en entrepreneuriat et aussi avec des juristes du pays en formation en droit international. Et nous voulions présenter donc ce que nous faisons depuis 15 ans et lui dire un grand merci pour l'accompagnement de la part du gouvernement pendant toutes ces années. Nous avons eu un échange très intéressant qui est allé un peu aussi dans le fond des choses. Donc je pense que c'était vraiment une belle occasion, non seulement de présenter ce que nous faisons, mais d'avoir aussi son avis sur certains aspects de notre travail.
Et nous restons à la primature pour parler également de cette rencontre du 2 au 4 décembre 2025. Bamako abritera le Forum de l'investissement en Afrique de l'Organisation de la coopération islamique. Près de 700 participants sont attendus pour une bonne organisation de ce grand rendez-vous. Le gouvernement malien entend tout mettre en œuvre. À cet effet, une commission nationale d'organisation a été mise en place depuis mai 2025. Le Premier ministre a présidé ce matin la première réunion du comité de pilotage sur le point des préparatifs de ce forum. Le point avec Mamari Koné et Alou Touri. Cette réunion inaugurale du comité de pilotage présidé par le Premier ministre fait le point des préparatifs du Forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique. Une rencontre prévue à Bamako du 2 au 4 décembre 2025. Créé par décret en date du 6 mai 2025, le comité de pilotage est chargé de donner les orientations stratégiques du Forum et de superviser son organisation en coordination avec les autorités de l'Organisation de la coopération islamique. Notre pays, en acceptant le choix porté sur lui, lors de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, tenue à Yaoundé les 29 et 30 août 2024 pour accueillir la première édition du Forum en 2025, sur le thème, je cite, « Libérer le potentiel de l'investissement de l'Afrique », fin de citation, se doit de gagner le pari du succès de l'organisation du dit Forum. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement sans faille des membres du gouvernement ainsi qu'à l'abnégation et l'efficacité des membres des différents organes mis en place pour l'organisation de ce forum, afin que le nom de notre pays soit écrit en lettres d'or et pour l'éternité comme le pays ayant le plus réussi l'organisation du forum de l'investissement de l'OCI. Je tiens fermement car pendant ce forum, notre pays sera la vitrine du monde, un lieu de donner et de recevoir et un carrefour mondial de l'investissement, du climat des affaires, des finances et de l'économie. Au sein de la Commission nationale d'organisation travaillent 6 sous-commissions. Chaque sous-commission a fait le point des activités menées. Le forum est organisé conjointement par notre pays et le Centre islamique pour le développement du commerce sous la coordination du secrétariat général de l'OCI en collaboration avec le groupe de la Banque islamique de développement. Vive félicitations à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et à l'ensemble de l'équipe technique qui l'accompagne pour le travail abattu et les résultats enregistrés par les organes techniques depuis leur création. Je les exhorte à maintenir le cap afin que notre pays soit plébiscité et félicité par plus de 700 participants de la première édition du Forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique prévu ici à Bamako du 2 au 4 décembre 2025. Ce forum, faut-il le rappeler, représente une opportunité diplomatique, économique et géopolitique majeure pour notre pays. Il devrait favoriser la concrétisation de projets intégrateurs dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'agro-industrie, l'énergie, les mines, les TIC, la santé et le tourisme. Et pour une médecine militaire moderne, efficace et adaptée aux réalités sahéliennes, une rencontre scientifique a été initiée sous le thème « Santé et sécurité dans le Sahel ». Ainsi, les médecins militaires du Mali et ceux des pays frères sont réunis à Bamako à la faveur du 10e congrès de médecine militaire du Mali et premier congrès sahélien de médecine militaire. Un cadre pour les experts et les professionnels du domaine d'échanger, de réfléchir et de renforcer la coopération régionale afin de bâtir une vision globale. Le point avec Al Jumatina et Idrissa Traoré. La Société malienne de médecine militaire, ce moment même en collaboration avec la direction centrale du service de santé des armées de CESA, respecte la tradition en rassemblant à Bamako la grande famille de médecine militaire africaine. La rencontre, le 10e congrès de médecine militaire du Mali, illustre la vitalité et le rôle crucial que joue le secteur dans la préservation de la vie humaine. Ce 10e congrès de médecine militaire du Mali symbolise une étape charnière, une marque, une décennie d'engagement sans relâche pour la promotion et le rayonnement de la médecine militaire. Nous sommes convaincus qu'en conjuguant les expertises de la médecine militaire, la sécurité de la diplomatie de paix, nous pouvons poser les jalons d'un Sahel plus résilient, plus solidaire et plus humain. Dans un environnement malien, voire sahélien, marqué par des défis sécuritaires persistants, la médecine militaire est plus que jamais appelée à jouer les premiers rôles et à s'investir davantage. À travers ces congrès, nos services de santé militaire démontrent qu'ils sont non seulement un instrument de soutien opérationnel, mais aussi un acteur de développement
et de cohésion sociale. Véritable rendez-vous scientifique, d'échange, de réflexion et d'innovation, ce 10e congrès qui a comme thème central la santé et la sécurité dans le Sahel sera couplé au tout premier congrès sahélien de médecine militaire. Le thème retenu cette année, santé et sécurité dans le Sahel, prend une résonance toute particulière face aux réalités actuelles de notre région. Il met en lumière le rôle stratégique du service de santé des armées. Cette édition revêt une dimension historique puisque conjointement à ce 10e congrès, le premier congrès sahélien de médecine militaire verra le jour en cohérence avec la vision éclairée des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, la médecine militaire s'impose comme un pilier fondamental de la défense nationale et un vecteur de stabilité régionale. Ainsi, au cours de ces assises scientifiques, plusieurs sous-thèmes seront abordés. En plus, il y aura l'Assemblée générale élective de la SOMA même, ainsi que l'Assemblée constitutive du réseau sahélien de médecine militaire. Lors de la cérémonie d'ouverture, honneur a été fait à deux figures emblématiques de la médecine militaire du Mali, à savoir les retraités, le général de brigade, Djibril Sangaré, et le colonel Sidi Mohamed Sall. Remise cet après-midi d'un important lot de médicaments au ministère de la Santé et du Développement social par le syndicat national des pharmaciens officines du Mali. Un geste hautement salué par la chef du département de la santé car il contribue au renforcement du système de santé au Mali. Koumba Sissé a suivi la cérémonie de remise pour ORTM 1. En 4 jours seulement, le syndicat national des pharmaciens d'officine du Mali, SINAPO, a collecté 116 colis de médicaments pour les mettre à la disposition du ministère de la Santé et du Développement social. À travers ce geste, premier du genre, ce secteur privé entend apporter son aide au renforcement du système de santé au Mali en ce mois de la solidarité. Ce don est composé de dispositifs médicaux, perfuseurs, gants, chaises roulantes, tensiomètre, glucomètre, bandelette pour glucomètre, compresse, thermomètre, perfuseur, des kits de dépistage, des médicaments antihypertenseurs, des médicaments antidiabétiques, des médicaments antipaludéens, des antitoussifs, des solutés, des vitamines, des médicaments de confort, des médicaments antidiarrhéiques, des médicaments antidouleurs et des anti-inflammatoires. La valeur de ces médicaments s'élève à 28 millions de francs CFA et c'est grâce à l'engagement des partenaires du SINAPO que la mobilisation a été à hauteur de souhait. Nous-mêmes, on a été surpris de la mobilisation avec nos partenaires. Denk Pharma SPM qui est là aujourd'hui à nos côtés, Laborex Mali, Ubipharm Mali, Kamed Mali, T10 Mali, et c'est une action qui permettra d'aller en faveur du renforcement du système de santé. Je suis un ministre vraiment très honoré cet après-midi. Je ne peux que remercier le SINAPO pour ce geste très solidaire qui nous va droit au cœur pour les populations maliennes. Depuis le lancement du mois de la solidarité, nous l'avons dit, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a donné le ton et on demande à tous les Maliens de faire la même chose. Donc si SINAPO vient aujourd'hui avec un aussi important lot de médicaments et d'accessoires, on ne peut être que content. Et justement demain, nous ferons la consultation gratuite avec don de médicaments. Ça va nous aider. Même au-delà de demain, on va garder ces médicaments et nous en ferons bon usage. Dans ce contexte difficile que notre pays traverse, aucun geste n'est de trop pour appuyer l'État. C'est ce qu'a compris le syndicat national des pharmaciens d'officine du Mali. Toujours dans le domaine de la santé, intéressons-nous à présent à la première édition des journées du secteur privé de la santé ouvertes ici à Bamako. Cette rencontre marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle du secteur privé de la santé dans l'offre de soins à la population, promouvoir le partenariat public-privé de la santé dans un esprit de complémentarité. C'est le thème de cette édition. On parle avec Aliou Abdoulaye Touré.
Le secteur privé de la santé au Mali occupe une place importante dans le système sanitaire national. Il contribue activement à l'offre de soins et à la couverture sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le secteur privé de la santé fait face à plusieurs défis, notamment la faible coordination entre secteur public et privé. Pour atteindre l'objectif de la couverture sanitaire universelle, le président de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé a insisté sur la nécessité d'une complémentarité entre secteur public et privé. Le secteur privé de la santé représente plus de 60% de l'offre de soins au Mali. Il est souvent le premier recours pour des millions de Maliens. Mais cette contribution essentielle reste encore insuffisamment reconnue, structurée et soutenue. C'est pour y remédier que nous avons voulu faire de ces journées un espace de réflexion stratégique. La présence du ministre de la Santé et du Développement social à cette première édition des Journées du secteur privé de la santé témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à ce secteur. Le ministère de la Santé et du Développement social reconnaît pleinement cette participation et salue le professionnalisme, la résilience et l'esprit positif des femmes et hommes qui œuvrent chaque jour dans les établissements privés de santé sur toute l'étendue du territoire national. Le partenariat que nous bâtissons n'a pas seulement vocation à renforcer l'offre de soins, mais aussi à garantir la qualité et la sécurité des soins des patients. Ces journées se veulent une opportunité pour les participants de mieux débattre des thématiques comme le partenariat public-privé, la régulation du secteur privé de la santé. 100 enfants de militaires et paramilitaires viennent d'être dotés de kits d'insertion, un geste du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec le service social des armées. Et c'est dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Reportage Inaba. 100 enfants de militaires et paramilitaires reçoivent des attestations et des kits d'installation après une formation de quelques semaines. Cette formation, fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale pour l'emploi et la direction du service social des armées, favorisant leur autonomie et leur insertion socio-professionnelle. Cette contribution de l'Agence nationale de promotion de l'emploi impactera de manière significative et concrète la vie de ces jeunes, car ils auront des outils nécessaires afin de démarrer leur activité et contribuer au développement local. Les 100 enfants ont été formés en carrelage, électricité, bâtiment et photovoltaïque. Un acte de générosité qui permettra à ces jeunes de mener des activités génératrices de revenus. Nous avons été formés à beaucoup de métiers, notamment l'installation des fils électriques dans les bâtiments, des panneaux solaires. Arrivé à la maison, ma priorité sera d'installer mon atelier. Avec ces kits, je peux former d'autres personnes. La remise de kits que nous effectuons aujourd'hui est bien plus qu'un geste symbolique. C'est un pas décisif vers l'autonomie, l'emploi digne, mais aussi durable. Je vous invite, chers bénéficiaires, chers jeunes, à faire un usage exemplaire et à devenir des modèles de réussite et de persévérance. Le Mali compte sur vous. Ce partenariat entre le département de l'emploi et le service social des armées n'est pas le premier du genre. Auparavant, ces opérations similaires ont eu lieu dans les régions de Gao, Tombouctou, Ségou, le cercle de Kati et le district de Bamako. Aussi, cette action humanitaire de la société Commerce International pour le Mali en faveur de l'orphelinat Kanouya Mali dans le cadre du mois de la solidarité, des vivres et des non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remis aux responsables de l'orphelinat, les temps forts de la cérémonie avec Adam Maïga et Adaman Kamara. Derrière ces pas de danse, des enfants abandonnés dans les rues, des enfants des mères célibataires, notamment celles travaillant comme aides-ménageurs et des orphelins, se cache un geste humanitaire et solidaire de la Société Commerce International pour le Mali, SIM SA. Il s'agit d'un don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le don que nous remettons aujourd'hui est composé de vivres, de kits scolaires et d'habits. À travers ce geste, CIMSA réaffirme son rôle
d'entreprises citoyennes. Chaque année, au mois d'octobre, nous consacrons du temps et des ressources pour venir en aide aux démunis, inscrivant ainsi nos actions dans le cadre du mois de la solidarité. Ce don est un don du ciel, parce que c'est une des premières fois que des sociétés privées daignent nous apporter ce genre de soutien. Je ne saurais qualifier ce don, mais bon, nous sommes très heureux quand même de cet apport qui est crucial pour nous. À travers cette initiative, la société SIM SA entend renforcer le tissu social à l'échelle nationale. D'ailleurs, elle avait déjà offert des vivres et des non-vivres au centre Amaldem de la Fiabougou ainsi que dans la région de Koulikoro. Je le disais en titre, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration était ce matin dans les locaux de l'ORTM. Alhamdou Aguilien s'est entretenu avec le personnel lors d'une conférence commune de rédaction. Occasion pour lui d'inviter l'ensemble du personnel à plus de résilience face à la situation socio-économique et sécuritaire du pays. Il a ensuite visité les installations techniques. Le point de la visite avec Youssouf Diakité et Adama Kamara. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration est à l'Office de radio et télévision du Mali. Il s'agit de s'imprégner des conditions de travail des agents de la première structure nationale de communication du gouvernement. Au constat général, l'évidence est que les défis sont énormes. J'ai souhaité venir participer à la conférence commune de rédaction de la radio, de la télé et puis de la chaîne 2. C'était pour venir en immersion avec mes collaborateurs du cabinet du secrétariat général pour entrer dans le travail proprement dit que vous effectuez ici, pour d'abord nous faire une idée de la masse de travail qui vous déplaît, qui est impressionnante, et aussi voir les réalités et échanger avec le personnel de toutes les catégories ici pour pouvoir comprendre les problèmes des uns et des autres afin d'améliorer notre communication en cette période de guerre communicationnelle très attendue. Venir faire une immersion ici à l'ORTM, mais auprès des journalistes, notamment à travers la conférence de rédaction commune, pour voir un peu les conditions et la façon dont les journalistes travaillent. Vous avez suivi, on a expliqué le processus de collecte jusqu'à la diffusion de l'information, comment ça se passe. Mais aussi, on a eu l'opportunité d'expliquer les difficultés que nous rencontrons ici dans le cadre de cette collecte. Aujourd'hui, la principale difficulté, ça a été souligné par les journalistes. Il y a un problème de mobilité, c'est un problème général, mais ça nous touche très particulièrement. D'habitude, si on a une dizaine, une quinzaine de reportages par jour, aujourd'hui, avec le problème de mobilité, on est obligé de réduire et de faire un tri, parce qu'on ne peut pas assurer tous les reportages, les demandes de couverture qui sont adressées à la direction. Les ministres de la Communication, après une visite guidée des installations techniques, Alhamdou Aguilien rassure que le département y travaille afin d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations soulevées. Et par rapport aux problèmes qui ont été posés, certains trouveront probablement des solutions avec la compréhension des autorités du pays qui connaissent bien l'importance de la communication, mais certains, pour être tout à fait honnête avec vous, attendront encore le lendemain meilleur. Vu que le numérique c'est l'avenir, aujourd'hui tout sera numérisé, tout sera digitalisé. J'ai demandé au directeur de nous saisir par rapport à ces préoccupations afin que l'ORTM puisse être toujours au top. En tout cas, le ministre Ilien, dans son adresse, a invité l'ensemble du personnel à plus de résilience au regard de la situation socio-économique et sécuritaire du pays. Actualité régionale à direction Gao, où le comité régional des crises et catastrophes s'est réuni. Cette rencontre a permis de faire le point de la situation, des mesures prises pour atténuer les effets des crises et catastrophes sur les populations. Compte rendu, Sambaré Aïdara. Cette rencontre du comité régional des crises et catastrophes vise à évaluer l'impact des mesures prises pour atténuer les effets de ces phénomènes sur le quotidien des populations. Par rapport à la gestion des inondations qu'on a connues, que ce soit les partenaires, les collectivités, les élus, chacun y a joué son rôle. Les mesures ont été prises. C'est l'occasion de remercier chacun. On avait connu des problèmes de carburant, mais vraiment grâce au FDS, à la douane, direction de commerce et concurrence, à la protection civile, jusqu'à présent, on a du stock de carburant.
et on maîtrise les prix. Les services régionaux concernés ont fait une présentation de leur situation. Le chef de l'exécutif régional, satisfait des missions accomplies, n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à redoubler d'efforts pour le bien-être des populations de la 7e région. J'ai été très impressionné par la maîtrise des sujets, la façon de présenter. Ceux qui se conçoivent bien s'expriment clairement, donc sans qu'ils maîtrisent. Donc il faut continuer à suivre et à maîtriser pour le bonheur et le bien de nos populations. C'est tout ce qu'on fait, c'est au profit de nos populations. Et le président l'a dit, ce sont les populations qui sont les baromètres. Le représentant de la coordination de l'action humanitaire au Tchad a réaffirmé que l'accompagnement des partenaires ne fera pas défaut dans la résolution des crises et catastrophes qui affectent la région. Et à Bougouni se tient l'atelier régional d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. Aussi, une journée de sensibilisation sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été initiée pour faire comprendre aux forces vives les nouvelles lois et inciter la diffusion de la Charte pour la paix au Mali. Le reportage de Agali Agissa. En initiant cet atelier, le gouverneur de la 15e région entend éclairer la lanterne de ses gouvernés sur le changement législatif et institutionnel apporté par les autorités du pays pour un Mali nouveau. L'atelier régional vise spécifiquement à informer les forces vives de la région de Bougouni sur les réformes politiques institutionnelles, administratives et électorales. Orienter les forces vives de la région de Bougouni à se familiariser et à partager les documents des réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. Je voudrais exprimer la reconnaissance des populations de la région de Bougouni aux plus hautes autorités de notre pays sous le leadership très éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour les différentes réformes dans le cadre du Mali Courant. Les deux exposés ont porté sur la loi portant les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire et la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Dans son intervention, le directeur du cabinet du gouverneur de Bougouni, Draman Diakité, a mis l'accent sur les circonscriptions administratives de la région et leurs numéros codifiés dans la région. Quant au second conférencier, il a abordé le contenu de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte elle a été rédigée par les Maliens et par les Maliennes eux-mêmes. Pour la première fois dans un texte également, vous verrez la vulgarisation est aussi prévue dans la charte, notamment surtout la traduction dans toutes les langues. Cette charte-là me paraît aujourd'hui un guide principal pour la résolution de tout conflit au sein de nos populations. La phase questions-réponses a permis au gouverneur, le général de brigade Ousmane Wele, d'expliquer à l'assistance la vision des hautes autorités du pays à faire du Mali un pays souverain et prospère. L'engagement des autorités administratives, légitimité traditionnelle, représentants des jeunes à respecter et à faire respecter la charte a été suivi de la signature d'un tableau par les participants. Auparavant, le gouverneur a fait observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont décédés en défendant la patrie. Voilà, vous l'aurez compris, nous ouvrons la page consacrée à l'actualité AES. Au pays des hommes intègres, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier le Conseil des ministres. Cette session ordinaire a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Des explications avec Bienvenue Taonsa. Encore une fois, le gouvernement burkinabé rompt les amarres avec les lourdeurs. Le Burkina Faso évoluera bientôt avec un nouveau code de l'urbanisme et de la construction, ainsi en a décidé l'exécutif. Ce nouveau code, qui vient en remplacement de celui en vigueur depuis 2006, vient en combler les insuffisances tout en rendant les procédures beaucoup plus simplifiées. Il s'agit d'une révision du code actuel qui date de 2006 et une révision pour pouvoir prendre en compte l'évolution institutionnelle et législative apparu au niveau du Burkina Faso durant la mise en œuvre du code actuellement en vigueur. Mais également pour pouvoir traiter et préciser certaines matières qui étaient insuffisamment prises en compte dans le code actuel, mais aussi pour prendre en compte certains défis nouveaux
qui sont apparus. Ce code, qui se veut original en prenant notamment en compte les préoccupations du moment, comporte plusieurs innovations. Les questions de permis de construire, les autorisations de construire. Alors, dans le code actuel, le dispositif est assez lourd, avec notamment beaucoup de documents, de dossiers qui sont demandés, et également les coûts qui ne sont pas forcément à la portée du citoyen lambda. Donc il y a une innovation qui va consister en tout cas à alléger la procédure pour l'obtention des autorisations de construire, de rationaliser surtout les structures qui sont aujourd'hui en charge de traiter ces questions d'autorisation de construire. Le nouveau code de l'urbanisme et de la construction permet de catégoriser les différentes autorisations avec d'une part les autorisations de construire, comme le permis de construire, le permis de démolir, et de l'autre, l'instauration du permis d'occuper, une pièce alternative au certificat de conformité pour permettre aux bâtiments qui n'en disposent pas d'être mis en exploitation. Une autre innovation consiste au niveau des documents de planification urbaine, de prendre en compte un nouveau document qui s'appelle le plan d'urbanisme de détail, et ce document permet justement aux collectivités territoriales de pouvoir organiser leur territoire et de surtout disposer d'un document stratégique qui permet de planifier l'occupation de l'espace. Et quid de la problématique du stationnement dans l'espace urbain? À ce sujet, le nouveau code contraint ceux qui construisent les établissements et qui reçoivent du public à prévoir des parkings pour le stationnement. À Niamey au Niger, rentrée académique de l'école de guerre, marquant ainsi l'accueil de la deuxième promotion d'auditeurs de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Compte rendu, Issa Ousmane Mahamat. C'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire de la formation militaire du Niger. Monsieur le général de la division, chef d'état-major des armées, mettez devant mon général. Au cœur de l'école militaire supérieure, la rentrée académique de l'école de guerre marque le début d'une aventure intellectuelle et stratégique pour ces officiers désormais appelés à penser et à commander autrement. En accueillant la deuxième promotion d'auditeurs de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'école renforce sa vocation. À la sortie de l'école de guerre, les stagiaires sont donc en mesure d'être employés au niveau opératif et stratégique. En présence du haut commandement militaire et des représentants des forces de défense et de sécurité, cette rentrée solennelle sonne comme une promesse, celle d'une armée encore plus unie, compétente et ancrée dans la vision souveraine du Niger. Chers auditeurs de la deuxième promotion de l'école de guerre, l'exercice du commandement de haut niveau et la maîtrise des enjeux de défense contemporains constitueront le socle de votre formation. Il vous appartient de tirer pleinement profit de ce stage, conçu en adéquation avec les réalités nationales et régionales. Symbole de l'excellence et des renouveaux militaires nigériens, l'école de guerre s'affirme comme un creusot de réflexion stratégique et de leadership. Les auditeurs savent désormais que leur mission dépasse les armes. Penser la défense de demain pour un Niger fort et souverain. Et nous refermons la page Actualité AES pour parler de la clôture de la première édition du Salon de l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap à cas des personnes privées de taille. Pendant 3 jours, elles ont exposé leur savoir-faire au public dans le domaine de l'agroalimentaire, de la coupe-couture, entre autres. Cette première édition était riche en partage d'expériences et en création de projets, nous dit Djemba Moussa Konakti. Au cours de cette première édition du Salon de l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des personnes privées de taille, 3 thématiques ont été abordées. Il s'agit du rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de l'entrepreneuriat inclusif, l'intervention des femmes leaders et des jeunes porteurs de projets et l'accès au financement et accompagnement des micro-projets. Quand on parle de femmes et de jeunes, nous sommes ceux qui sont un peu laissés à côté parce que les entrepreneurs ne sont pas tous formés ou sont dans l'informel. Donc j'ai encouragé les uns et les autres à formaliser leurs entreprises pour pouvoir bénéficier de certaines formations.
et puis de voir aussi comment travailler ensemble en groupe, inclure les personnes de petite taille dans les entreprises maliennes par exemple. L'édition de cette année a permis aux personnes de petite taille de retenir 3 projets qui seront soumis au financement. Ce salon a été couplé à la célébration du 17e anniversaire de l'Association malienne des personnes de petite taille. Nous avons sélectionné quelques projets dont nous allons voir avec nos partenaires pour le financement, tels que des projets qui parlent sur l'autonomisation des femmes vivant avec handicap. Les défis à relever, c'est que pour les personnes vivant avec handicap puissent être autonomes, travailler à leur propre compte et pourquoi pas être vraiment des grands entrepreneurs dans les jours à venir. Une remise d'attestation de participation et de reconnaissance a mis fin à cette première édition du Salon de l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des personnes de petite taille. Actu Fama, dans cette édition, au cours de plusieurs opérations, les 23 et 24 octobre, les Fama ont neutralisé plusieurs terroristes, détruit des matériels logistiques et récupéré plusieurs têtes de bœufs volées. Le film de ces opérations avec Abdelkarim Kaba. Dans la matinée du 23 octobre 2025, une mission Fama a intercepté des terroristes à Djakorowere, tentant de traverser le fleuve avec des bétails volés. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, 2 motos et divers matériels ont été détruits. Environ 600 têtes de bœufs ont été également récupérées. Ce vendredi 24 octobre 2025, au cours d'une surveillance aérienne, l'aviation a neutralisé plus d'une trentaine de combattants terroristes répartis en 2 groupes sur les bords du Bafi et à Kolandjeba, région de Bougouni. Le premier, à la suite de la surveillance et la filature de moto GAT, a permis la frappe avec succès sur un groupe d'une quinzaine de combattants. Le second groupe, à la suite d'une observation minutieuse, une quinzaine de terroristes à pied et à moto rassemblés sous un arbre a été frappé à son tour avec succès. Dans le sac de Nyono, un pick-up camouflé sous un arbre et transportant des combattants armés et de la logistique a été littéralement pulvérisé par l'aviation à Dona. La nature de l'explosion confirme une quantité considérable de carburant à bord de ce pick-up. L'état-major général des armées salue la bravoure et la vigilance des Fama qui ne ménagent aucun effort en faveur de l'établissement de la paix, de la sécurité et de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Force à nos Fama. Également dans cette édition, fin des activités au Mali du programme Chilids, qui veut dire Elle mène. Les responsables ont organisé à cet effet un déjeuner de clôture pour parler des acquis et renforcer la visibilité du programme. Autour des plats, partenaires, bénéficiaires et acteurs impliqués ont partagé un moment d'échange et de reconnaissance. Compte rendu chez Oumar Kamara et Soumaïla Konari. Après 5 ans d'engagement en faveur des femmes, des enfants et des jeunes, le programme CILID est le fruit du travail du consortium composé des plans internationaux Pays-Bas, Défense des enfants, Femmes Net et Terre des Hommes Pays-Bas. Terre des Hommes visait à réunir tous les acteurs qui ont participé durant ces 5 années à la mise en œuvre de ce projet et les présenter les résultats majeurs avant la clôture et aussi montrer à quel degré ce projet a permis de renforcer un peu la présence des jeunes filles, des jeunes femmes dans nos sociétés. C'est la fin d'un financement, mais ce n'est pas la fin des idéologies, des acquis du programme. Ce programme, vraiment, ça a été une belle aventure qui a donné de la force, qui a permis aux jeunes femmes de faire entendre leur voix et qui a inspiré aussi les collectivités territoriales qui se sont engagées à intégrer désormais le genre dans leur politique de développement économique et social. Tout ça, je pense que c'est des acquis qu'il faut renforcer pour la postérité. Le budget, c'est environ 1 357 000 €. Les participants ont assisté à des présentations sur les activités menées, les défis rencontrés ainsi que les perspectives à venir. Les activités qui m'ont touché, c'est surtout leur renforcement des capacités en matière d'autonomisation. Autonomisation des filles et puis aussi la lutte sur les violences basées sur le genre. Je suis très fière de ces jeunes filles-là et ces jeunes femmes qui se sont organisées pour se former, renforcer leurs capacités. Et puis elles se sont aussi inspirées de l'expérience des mamans comme nous autres pour voir notre parcours. Comment est-ce que nous autres nous avons fait pour arriver à ce niveau-là. Vous avez vu comment il y a l'engouement
Et vous avez vu comment ce programme a apporté quelque chose, surtout pour le mental, c'est-à-dire l'éveil de conscience. Et je crois que ça, on en a besoin dans le domaine de la formation. Donc à chaque fois qu'on pose des actes comme ça, on a l'impression qu'on a fait quelque chose pour l'humanité. Parce que la femme, c'est l'humanité, la femme, c'est le pouvoir, la femme, c'est aider le pouvoir, la femme, c'est la paix. Donc vraiment, je suis très heureuse et très satisfaite, surtout de voir la jeunesse émerger. Au terme de la cérémonie, une phrase revenait sur toutes les lèvres. Le programme Silide prend fin, mais ses idéaux demeurent. Les participants ont exprimé le souhait de voir naître un nouveau programme dans la même dynamique, soulignant que Silide a contribué à renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les instances de décision, tout en luttant efficacement contre les violences basées sur le genre. 32e anniversaire de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises, une occasion pour les fidèles chrétiens de faire des prières pour la paix et la stabilité au Mali. Plusieurs responsables d'églises du pays étaient au rendez-vous pour rendre grâce à Dieu pour les 32 ans d'existence de l'église. Reportage à Kassim Diallo et Gausso Ashtouri. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises a 32 ans d'existence au Mali. La célébration de cette fête d'anniversaire a été mise à profit pour faire des louanges, des prières et des bénédictions afin que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Cet anniversaire-là, nous l'avons placé ainsi sur le signe de la consécration, c'est-à-dire le don de soi. Si tous les Maliens devenaient des véritables patriotiques, si tous les croyants devenaient des véritables croyants, et que tous nous crions ensemble, Dieu va ôter tout ce qui se trouve être là vraiment en peine à nos populations, de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les nations. C'est une question de Maliens, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de langue. Nous sommes tous dans cette nation-là, chacun de son côté doit amener sa pierre de construction. Et nous, notre pierre de construction, c'est quoi? C'est de prier pour ce pays-là, pour la clémence dans ce pays. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a placé les thèmes dans son contexte, tout en invitant les Maliens à l'union, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Au Mali, pas question de chrétiens ou de musulmans, mais il y a seulement question de Maliens. Donc lorsque nous restons ensemble, dans le cadre des évocations, lorsque nous restons ensemble dans le cadre de la solidarité, de la convivialité, nous allons faire sortir ce pays de l'ornière. Nous allons aller vers la paix et la quiétude que nous cherchons depuis des années. Durant 5 jours, plusieurs conférences thématiques seront animées sur la tolérance, la sécurité et le pardon. Page nécrologique de cette édition, l'imam Fodé Cissé, président de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, est décédé hier. Il a été accompagné en sa dernière demeure ce vendredi. Un dernier hommage lui a été rendu par la communauté musulmane du Mali qui salue la mémoire du défunt Al-Jumatina. Il aura marqué de son empreinte le monde religieux malien, cela par son dévouement, sa rigueur et sa volonté inébranlable de contribuer à la paix et à la cohésion au sein de la société. Il s'agit bien de l'imam Fodé Cissé, président de la Ligue malienne des imams et érudit pour la solidarité islamique l'imam, qui a tiré sa révérence. La communauté musulmane du Mali, à travers l'imam, ainsi que le Haut Conseil islamique, salue la mémoire de l'illustre disparu. nga sheria ko nimbe mi ni ambe o sheria Allah taala nye koro ka don ga fotma ko jenyo min do mo konna njedo ala nye sren jondo aywa ala kanu jondo ni ko munyu ibo de wala la soro ale fe ni ko sabali ibo de wala la soro ale fe alhamdulillah rabbil alamin ay sheria mi nye anayi mi me o ba anjigi sigi ka don ga fo ambadenge anga chokoroba anga nyemgo atara samiga o ala kasre ala ka kuma ni Haut Conseil togoye ka kuma ni Mali Islamo bela jelen togoye ka fo anga mamin tlana nabi dina barala aya sekoke Mali Islamo bela jelen be jeka faranyonga ninka duwa kaye adaro alaka asumaya.
Lors de cette cérémonie funéraire, plusieurs autres témoignages ont été faits à l'endroit du défunt très respecté au sein de la communauté musulmane et qui a œuvré sans relâche pour renforcer les valeurs de tolérance, d'entraide et de respect mutuel. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et les premiers généraux de division Abdoulaye Maïga, nous présentons toute la condoléance de la population malienne à la famille de notre défunt, qui est le président de la Ligue des imams du Mali, Fodé Sissé. Une perte énorme pour toute la population malienne, car il a vraiment laissé un vide. Il a été l'imam plus de 50 ans, aucune faute, aucune erreur. Ça, c'est une fierté pour moi en tant que ministre des Affaires religieuses, c'est une fierté pour la nation malienne et c'est une fierté aussi pour les autorités. Après la prière mortuaire, Imam Fodé Sissé a été accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Sotuba. Paix à son âme, amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. Mais avant, retrouver Abibatou Koyan Diakité pour l'édition de 13h. Dans les moments difficiles, nos grands-pères nous ont toujours conseillé de rester unis, solidaires et tournés vers l'avenir. Notre cohésion, notre entraide et notre confiance mutuelle sont nos meilleurs atouts pour surmonter ces épreuves. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.